aux États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast BC Podcast. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, sur YouTube et sur Spotify en tant que BC Podcast. Avant de commencer, la petite marque que vous avez là, ce n'est pas une bagarre, c'est juste que j'ai reçu un coup lors de mon dernier match, donc soyez indulgents. Mon invité du jour, on va continuer à parler de basket. C'est juste un joueur incroyable de notre championnat, pas que notre championnat parce qu'il a joué aussi à l'international, il a représenté son pays lors de la Coupe du Monde, il me semble, mais je vais laisser lui se présenter. Babacar Touré, merci beaucoup de partager un moment avec moi, c'est vraiment cool que tu sois là. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses et surtout, tu vas nous parler de ta carrière qui est juste incroyable. En quelques mots, qui est Babacar Touré? Alors, Babacar Touré, ancien joueur pro, voilà, et maintenant à la retraite, sportif bien sûr. Donc voilà, on va apprendre à se connaître au fur et à mesure du podcast. Moi, j'ai une question qui me vient en tête, la première. Tu as arrêté le basket et tu étais encore, je pense, le meilleur joueur du championnat. Pourquoi est-ce qu'on arrête à ce moment-là? Alors, plein de choses. D'abord, au niveau familial, parce que c'était au niveau personnel aussi. Et la deuxième chose, c'était plus mentalement. Parce que j'arrivais à un moment où j'étais saturé mentalement. J'avais besoin de m'éloigner un peu sans pour autant quitter définitivement le basket. J'avais besoin de faire autre chose. C'est pour ça que j'allais travailler à Fidexpert en tant qu'assistant comptable. Et puis voilà, il m'a fallu une année et puis j'ai décidé de revenir dans l'élite et c'est ce que j'ai fait. Comment tu arrives en Suisse? Enfin, j'essaie de comprendre ton histoire. Tu viens du Sénégal. Exact. En quelle année tu arrives ici en Suisse? Je suis arrivé ici en octobre 2007. C'était grâce à Momar Ndoye, ancien joueur de Claude Siani qui était à l'époque coach du Bernay Basket. Ok. Qui m'avait contacté, qui m'a dit, écoute, il y a Siani qui cherche un intérieur. Et à l'époque, je faisais partie des espoirs dans le championnat sénégalais. Et il m'a dit que j'étais intéressé et tout. Ben, moi, comme joueur qui rêve un jour de jouer en Europe ou ailleurs, ben, évidemment, j'étais emballé. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, je suis venu ici en Suisse. Et donc, au pays, au Sénégal, tu jouais déjà? Je jouais déjà, ouais. Professionnel? Non, c'était pas professionnel. Parce que, ben, maintenant, ça a changé, mais à l'époque, c'était pas vraiment professionnel. Tu avais quel âge quand tu es arrivé ici? J'avais 21 ans. Ouais. Ok. Et la première chose qui t'a surpris quand tu mets le pied en Suisse, c'était quoi? Tu as un souvenir? Il y a plein de choses. Déjà, il y a le froid. Et il y a aussi la différence de culture, de mentalité. Et puis, c'était la première fois aussi que j'étais loin de la famille. Donc, il y avait ce choc-là. Mais heureusement, j'ai été bien entouré de par le coach, les coéquipiers, surtout François Jonin, que je remercie d'ailleurs au passage. Donc ça m'a beaucoup aidé à m'adapter. Justement, c'était ma prochaine question. Comment on s'adapte la langue, non, parce qu'au Sénégal, on parle français. Mais à toutes ces choses qui nous sont étranges, comme tu dis, la langue, enfin, pas la langue, le froid, la culture, la nourriture. On se retrouve ici, on n'a pas vraiment d'amis au début parce qu'on est nouveau. Comment on s'adapte à ça à 20 ans? Bah, écoute, c'est dur. On a le mal du pays. Après, il y avait les téléphones, donc du coup, je pouvais les joindre à tout moment. Et puis, comme j'ai dit, il y a les coéquipiers aussi qui m'ont bien accueilli. Il y a François Jonin qui m'a vraiment accueilli de manière extraordinaire. Donc, du coup, ça aide à s'acclimater, ça aide à s'adapter. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. Mais le froid, je ne suis toujours pas habitué, par contre. Ton premier souvenir dans le basket? Alors, mon premier souvenir dans le basket, c'était quand je venais d'arriver, après mon premier entraînement. Je me souviens, il y a le coach qui vient me voir. Alors, ça s'est passé comment? Moi, je me suis senti bien et tout. Et il me pose une question à savoir, comment tu trouves la salle? Je dis, extraordinaire, magnifique, parce que surtout à l'époque, nous, au Sénégal, il n'y avait juste qu'une seule salle de basket pour tout le Sénégal. Ouais. Et les entraînements, c'était dehors. Donc, ouais, ça m'avait fait un petit choc. Donc, voilà, c'était mon premier souvenir et puis je garde tout le temps en tête ça. Et le premier match que tu as joué quand tu es arrivé ici en Suisse, c'était contre qui? Le premier match, c'était contre Neuchâtel et j'avais mis 2 points. Ça, c'était en Ligue B? En Ligue B. Ok. Ouais, et j'avais mis 2 points. T'étais pas bon? Non, j'étais pas bon. C'était pas les mêmes. C'était pas les mêmes jeux que par rapport au Sénégal et ici. Donc voilà, il fallait s'habituer. J'ai eu des fautes très tôt dans le match. Donc voilà, je me suis dit, voilà, maintenant, il y a deux choses. Soit je retourne d'où je viens, ou soit j'essaie de corriger et de m'adapter au basket suisse. Parce que là, si je comprends bien,
tu es venu en Suisse pour le basket, mais en tant qu'import, enfin étranger. Exact. Quand je dis étranger, c'est tu viens pour aider pour renforcer l'équipe. Exactement. Mais j'avais un deal avec Bernet comme quoi que je continuais les études en même temps. Ok, Voilà. Donc, c'était ça le deal. Je recevais un salaire, j'avais un appart, j'avais tout. Mais à côté, je continuais les études aussi. ok, ok, ça marche. Du coup, le premier match, il se passe pas très bien. Pas du tout. Ok. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu de ta vie au Sénégal? Comment est-ce que ça se passait avec la famille? Si évidemment, on peut en parler. Est-ce que vous avez la chance ou tes parents t'ont permis d'avoir une jeunesse plutôt bien ou c'était difficile? Comment est-ce que ça se passait là-bas? Non, franchement, au Sénégal, on avait une famille correcte. Et puis, mon père, il était ambassadeur du Sénégal à Paris. Donc, on était bien. Et j'avais mes frères et sœurs aussi. On était en communauté. Franchement, ça se passait hyper bien. Ça se passe bien. Ok. Et la salle, du coup, tu m'as dit qu'il y avait une seule salle pour tout le pays. Ouais. Tu trouvais ça normal à l'époque? Bah, pas normal parce que pour le Sénégal, qui est un pays sportif, un pays de basket, je trouvais ça dommage. Bah, maintenant, heureusement que les choses commencent à changer petit à petit. On a inauguré il n'y a pas si longtemps que ça le Dakar Arena Basketball, une salle moderne du basket. Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Vous l'aurez compris, on va parler de basket. Là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de commenter qui est-ce que vous voudrez voir assis avec moi, discuter un petit moment. Babacar, moi, j'ai souvenir. Moi, on a joué, il me semble, l'un contre l'autre. J'ai eu la chance. Tu as joué à Genève, Vevey, Fribourg, Bernay, Neuchâtel aussi. Tu as été élu, je ne sais pas combien de fois, MVP du championnat. Tu as été aussi, on va le voir par la suite, meilleur rebondeur de la Champions League quand tu jouais à Fribourg, sauf erreur. S'il y avait un match que tu devais choisir qui définit ta carrière, ça serait lequel? Niveau international ou niveau juste basket suisse? De manière globale, de manière générale. Ta carrière, tous les matchs que tu as pu faire, je pense qu'il y en a plus de 1000, plus de 2000 peut-être. Si tu en avais un en tête qui dit ça, ça définit vraiment qui est-ce que je suis sur le terrain et ma personne, c'est celui-ci. Alors, je dirais le match qu'on a fait en Champions League contre Nanterre. Avec Fribourg. Avec Fribourg. Pourquoi? Ce match-là, c'était particulier parce que c'était la première fois que toute ma famille se réunissait et venait me voir jouer un match. Ils sont venus du pays? Non, ils étaient à Paris parce que toute ma famille vit à Paris en fait. Ok. Et donc, du coup, c'était l'occasion qu'ils venaient me voir pour la première fois. Il y avait mon père, ma soeur, il y avait plein de gens qui étaient de ma famille qui étaient venus pour ce match-là. Et c'était très particulier de ce point de vue-là et aussi du point de vue où il y avait George Eddy. Et George Eddy, je peux dire aussi, c'est l'une des personnes qui m'a fait aimer le basket en fait. Donc, du coup, quand je suis rentré dans la salle de Nanterre et que j'ai vu George Eddy, je me suis dit, waouh, là, il ne faut pas que je me loupe. Là. Okay. Je pense que je n'ai jamais été aussi concentré lors d'un match que pendant ce match. Tu avais bien joué? Oui, j'avais bien joué aussi, heureusement. Ouais, heureusement. Pourquoi Georges Eddy? Parce que tu as grandi avec sa voix à la télévision ou c'est quelqu'un qui t'a vraiment aidé à titre personnel? Non, j'ai grandi avec sa voix. C'était à l'époque lui qui commentait les matchs en NBA. Du coup, j'ai super adoré sa voix. J'ai aimé la façon dont il décortiquait les matchs. Et puis, je l'ai toujours suivi depuis tout petit. Et donc, du coup, rentrer dans cette salle-là et me dire, bah, c'est Georges Eddy qui va commenter mon match aujourd'hui, c'était juste une fierté incroyable. Et j'ai pu le parler aussi à la fin. Et il m'a donné deux, trois trucs, deux, trois conseils, je vais dire. Et je me suis dit, waouh, se faire conseiller par Georges Eddy, c'est juste incroyable, quoi. Parmi tous ces clubs, ici en Suisse, lequel t'a plus marqué? Évidemment, tu me diras, tu as gagné à Fribourg, à Neuchâtel, il me semble. Vous avez fait quelques finales, mais vous avez gagné vous avez gagné. c'est la Coupe de la Ligue, la Coupe de la Ligue. Juste, Bernay en Ligue B, vous avez gagné aussi? Non, Bernay, malheureusement, je n'ai pas gagné avec Bernay. À Genève? À Genève, on a gagné la Coupe Suisse et la Coupe de la Ligue aussi. Ok, ça c'était vers la C'était la retraite? Dernière année, ma troisième année. Ok. Parmi tous ces clubs, tout simplement les deux plus grands clubs en Suisse, Genève et Fribourg, même si Neuchâtel aussi à l'époque était là, lequel t'a plus marqué? Lequel tu t'es dit, ok, c'est ici que j'ai atteint le niveau supérieur et sportif et en tant qu'être humain? Alors,
je dirais que ce soit Genève, Neuchâtel, Fribourg, tous ces clubs-là m'ont marqué différemment, bien sûr. Genève, parce que voilà, c'est le premier club de Liga et c'est là où j'ai gagné mon premier trophée aussi. Après Neuchâtel, j'ai rejoint Neuchâtel alors que Neuchâtel ne faisait pas partie du top 3 du championnat suisse. J'ai réussi à gagner la Coupe de la Ligue, aller 2 fois en finale des playoffs. Et puis Fribourg, voilà, avec le triplé, avec la Champions League. Donc du coup, je dirais que ces 3 clubs-là m'ont vraiment marqué, mais différemment, quoi. Mhm. Voilà, je dirais ces 3-là. Comment tu as vécu le fait que, il me semble que tu étais à Bernay Mhm. et à un moment donné, Genève te laisse partir justement pour rejoindre Neuchâtel. Est-ce que tu l'as vécu comme le club ne croit pas en moi ou c'est juste, ça fait partie du business? Peut-être que c'était mieux comme ça qu'il me laisse partir à Neuchâtel. Comment est-ce qu'on vit ça à ce moment-là? Alors, sur le moment, c'était très dur parce que je ne pensais pas quitter le club parce que je pensais que je faisais du bon boulot. En fait, j'avais de bons stats malgré un temps de jeu qui était assez limité. Et maintenant, avec du recul, je me dis, en fait, ça a été une bonne chose de quitter Genève parce que ça m'a permis de grandir en tant que joueur, ça m'a permis de connaître d'autres clubs, ça m'a permis de développer d'autres aspects de mon jeu. Donc, Tu ne penses pas que tu aurais grandi en étant resté à Genève à ce moment-là? peut-être oui, peut-être non, mais je veux dire, j'étais dans mon confort à moi. J'avais besoin aussi de sortir et de découvrir une autre salle, une autre culture du basket, une autre façon de gérer un club. Et ça, j'ai pu trouver ça à Neuchâtel ou à Fribourg aussi. C'est quoi la chose qui a eu le plus d'impact sur toi? Tu as fait, comme je dis précédemment, quelques années à Genève, quelques années à Neuchâtel, quelques années à Fribourg, Bernay. Donc tout ça, si maintenant moi je te dis, Babacar, ok, dis-moi la chose qui a eu le plus d'impact sur ta carrière, ça serait quoi ou ça serait qui? Je dirais Petar Alexis. Ah ouais? Ouais, ouais, franchement, c'est. Déjà, au début, ça s'est passé pas bien. Parce que je venais de sortir d'une saison avec la Ligue B de Vevey. Et il n'y a aucun club qui croyait en moi. J'avais parlé avec le coach de Genève, via mon agent, bien sûr. Et lui, il m'a dit, il a fait une année en Ligue B, donc il ne va pas retrouver son niveau. Euh, Pétard. Non, le Werder, à l'époque, c'était Ah, le coach c'était, ok, à Genève. de Ok. Genève. Et du coup, je me suis dit, écoute, là, je pense que je vais arrêter là, continuer en Ligue B tranquille. Et c'est là que Petar, il m'a appelé. Et la première chose que je lui dis non. Tu voulais pas Non, je lui rejoindre? dis non. Pas toi, pas être joueur de Petar Alexis. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours connu Petar explosif, sanguin. Je lui direct dit non. Il m'a dit pourquoi. Je lui dis, ça va pas coller entre nous parce que nos tempéraments sont totalement différents. Et après, il m'a vendu le truc. Voilà, tu es un joueur qui vient de Ligue B. Moi, je crois en toi. Moi, je sais que tu peux retrouver ton niveau. Je te laisse le temps qu'il faudra. Mais il faudra juste que tu sois présent lors des matchs de Coupe Suisse et en play-off. Donc en saison régulière, on pourra se débrouiller. Donc Ok. tu prendras le temps qu'il faudra pour revenir à ton meilleur niveau. Et moi, je me suis dit, en fait, si une personne croit en moi autant que lui, il me dit ces choses-là, donc du coup, j'étais prêt à me sacrifier, j'étais prêt à donner ma vie sur le terrain pour Pétard. Pour Pétard. C'est comment les premières rencontres, les premiers entraînements où tu dis, nos tempéraments vont pas forcément coller. Soit tu as quelqu'un de tranquille, de calme, si je comprends bien. Et lui, évidemment, il est assez sanguin, comme tu l'as dit. Il exprime beaucoup ses émotions. C'était comment? Au début, je dirais que ça s'est passé très bien parce que le Pétard qu'on voit sur le banc et le Pétard qu'on voit dans la vie ou à l'entraînement, c'est diamétralement opposé. C'est pas la même personne. Et moi, j'aime bien son approche, j'aime bien la façon dont tu t'expliques les choses et surtout la confiance qu'il met en toi, en fait. Et moi, ça m'avait vachement, ça m'avait vachement touché. Et du coup, je me suis dit, là, j'ai pas envie de le décevoir, donc du coup, il faut que je donne tout pour lui. Quelles sont les choses qui t'ont apporté que tu n'avais pas avant d'arriver à Fribourg à ce moment-là? Cette envie de gagner et comment gagner aussi. Ça, je pense que Petar m'a enseigné pas mal de choses. Voilà. Et je me rappelle tout le temps de cette phrase-là qui disait: les losers vivent dans le passé
Et les vrais hommes vivent dans le présent. Donc, du coup, il me disait tout le temps, tout ce que tu as fait lors des années précédentes, il faut oublier. Maintenant, il faut être à l'instant présent. C'est quoi sa qualité première? Si tu devais en dire une. Il y en a beaucoup. Je dirais le côté humain. Et pour moi, ça, c'est vachement important parce que de nos jours, les joueurs sont considérés comme des marchandises, en fait. Mhm. Et pour moi, le côté humain, il est très, très important. Et le pire? Bah, le pire, je vais dire son côté explosif, son côté sanguin et puis le stress pendant qu'il dégage. Il génère beaucoup de stress Ouais, et parfois qu'il transmet à ses aux joueurs. Ouais, je dirais ça. À ce niveau-là, étant MVP, enfin, ayant gagné autant de titres, ayant accompli tellement de choses, comment on gère la pression? Je pense que c'est intéressant pour les jeunes, les personnes qui vont regarder la vidéo, de comprendre comment un joueur comme toi, qui a une telle carrière, gère la pression ou est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas juste naturel de quand on a un grand match, de se dire, OK, c'est un match comme un autre, ou est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça se prépare? Est-ce qu'on on a notre petite routine qui va nous mener à performer lors de ces gros matchs-là? La pression, je ne pense pas qu'on peut faire un travail pour l'évacuer. Au contraire, je pense que la pression, elle est importante parce que ça nous permet de nous dépasser, de nous donner le meilleur de nous-mêmes. Mais moi, ce que je faisais pour moins la sentir, c'est d'avoir une bonne semaine d'entraînement et puis de croire en mes qualités et puis de me dire que voilà, je suis le meilleur et puis je vais tout donner. Est-ce que aujourd'hui, si je te pose la question, Babacar, tu penses ou tu pensais que tu allais réussir autant de choses, que tu allais arriver aussi loin, tu me dirais oui? Non, parce qu'au début, c'était compliqué. Il y a pas mal de personnes qui ne croyaient pas en moi. Si je peux me permettre de raconter, quand je venais d'arriver à Bernay, le coach, il m'a pris à part après ce premier entraînement, justement, et il m'a dit, j'ai demandé à pas mal de personnes leur avis quand je t'ai signé. Et, et là, il me dit, la plupart, ils me disent que tu n'auras pas 10 points du rebond. Malgré que moi, je leur ai dit que tu auras minimum 10 points du rebond. Ils m'ont dit que peut-être 10 rebonds, mais pas 10 points. Donc, du coup, quand on te dit ça, tu te dis, ben, tu te poses des questions forcément, parce qu'à l'époque, en étant jeune et tout, et puis là, ça me permet aussi de vouloir me dépasser, de vouloir avoir le carrière que j'ai eu aujourd'hui. Et c'était une source de motivation pour moi aussi. C'était qui le coach à l'époque? Claude Siani. D'accord. Mais il y a quelque chose qui me fait tilt dans la tête, c'est que ton propre employeur, parce qu'ils t'ont fait venir pour ça, Ouais. ne croit pas en toi. Non, Enfin, non, pas mon propre employeur, parce que Siani, il croyait toujours en moi. C'est lui qui m'a dit que c'est minimum 10 points du rebond. Mais par contre, il a demandé de gauche à droite. Il ne m'a pas donné de nom. Il a juste demandé de gauche à droite pour savoir ce que les gens y pensaient. Et que, vu que ma taille, ma morphologie, il y a pas mal qui ne croyaient pas. t'as eu Rodez à Genève? J'ai eu Rodez à Genève. 3 ans? Je l'ai eu une année. Une année seulement. Ouais. C'était comment? Très dur. Très, très, très dur. Parce que j'avais fait déjà 2 ans avant qu'il arrive. Et j'étais sur ma dernière année de contrat. Et quand il est arrivé, je me rappelle, le premier match, c'était à Massagno. J'ai joué 14 minutes, je crois. Mais j'ai fait genre 20 points, 10 rebonds, quelque chose comme ça. Et du coup, j'étais vraiment très confiant, j'étais bien. Et au fur et à mesure que les matchs avançaient, la saison avançait aussi, je jouais de moins en moins. Et moi, je ne comprenais pas parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait me reprocher. Parce qu'au niveau entraînement, au niveau match et tout, pour moi, je faisais ce qu'il fallait. Et quand je suis allé le voir, ce qu'il m'a dit, c'est que c'est juste niveau tactique. Tactique de quoi? Mais c'était très compliqué avec Rodez. Comment un joueur, c'est intéressant de comprendre comment un joueur prend le courage d'aller voir son coach et lui demande pourquoi est-ce que je ne joue pas. Ben parce que moi, je ne comprenais pas. Et il y a pas mal de personnes qui ne comprenaient pas non plus. Et j'en ai parlé avec mon agent. Il m'a dit, mais écoute, va le voir. Peut-être qu'il va te dire c'est ça ou ça. Et tu travailleras sur ça. Et ça te permet de t'améliorer et puis peut-être gagner quelques minutes.
Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, écoute, il faut que j'aille le voir parce que moi aussi, j'avais besoin de comprendre. Mhm. Donc, il m'a dit que c'était tactique. Et quand que je te dis que c'est des problèmes tactiques que tu ne joues pas, ben, là, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Tu changerais quelque chose Par rapport? par rapport à cette étape-là de ta carrière? Non, non, je ne changerai pas parce que ça m'a permis aussi de me forger mentalement. Parce que c'est très dur, les entraînements étaient très durs et que tu arrives au match et que tu joues une poignée de minutes, c'était pas facile. Et du coup, moi, je pense que ça m'a beaucoup forgé et ça m'a permis aussi de pouvoir partir et montrer à Ivan Roudez et à Genève qu'ils s'étaient trompés sur moi aussi. Neuchâtel, après ça, Oui. il me semble. Manu Schmidt, Manu Schmidt, c'est là où vous gagnez la Coupe de la Ligue et vous faites aussi 2 finales de suite, il me semble, de championnat. championnat Perdu et une contre finale perdue aussi de Coupe Suisse. de Coupe Suisse avec Savoie, Exactement. etc. Tony était là aussi? Non? T'as pas Tony, joué il avec est Tony? arrivé après. Il est arrivé à la dernière année, je pense. Quelle est la différence entre ces 3 personnes qui sont Manu Schmidt, Petar Alexic et Ivan Rudez en tant que joueur? Alors, Ivan Rudez, très très dur. C'était compliqué d'avoir une discussion avec lui. Il était très sérieux. Manu Schmidt m'a accordé sa confiance directe depuis le début. Voilà, on peut discuter de tout et puis de rien. Et Petar Alexis, comme je dis, aussi il y a ce côté humain. Petar, il est très proche de ses joueurs, tout comme Manu Schmidt d'ailleurs, qui se ressemble un petit peu sur ce côté-là. Mhm. Et sauf que Petar, ben, il y a sur ce côté sanguin. Mhm. Voilà un petit peu globalement la différence entre les trois, je dirais. Donc si je comprends bien, si tu devais en choisir un, ça serait Petar. Ça serait Petar. Et pourquoi pas Manu Schmidt? Je choisirais les deux, je dirais. C'est complètement différent au niveau tempérament, mais les deux, franchement, j'ai eu du plaisir à être leur joueur. Si tu pouvais, pardon, changer quelque chose. Avant, je t'ai posé la question de ta période à Genève, mais là, si tu pouvais changer quelque chose dans tout ce que tu as vécu en lien avec le basket, est-ce que tu changerais quelque chose? Maintenant, avec le recul. Peut-être aller jouer à l'étranger. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je me dis, MVP en Suisse, mais très, très largement. Tu avais juste pas de concurrence ici. C'est tous les matchs 20 et 12 au moins des moyennes. Champions League, meilleur rebondeur. Ce qui t'a permis par la suite de faire la Coupe du Monde aussi en Chine. Ça, on va en revenir après. Je me dis que les offres, elles devaient arriver sur la table pour partir à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'on on tente pas? Je dirais que j'ai suivi mon confort. J'étais bien installé dans le championnat suisse. Et il y a aussi le côté familial aussi que j'avais privilégié. Mais une fois que j'ai goûté à la Champions League, là, j'ai commencé à réfléchir à peut-être aller jouer à l'étranger. Mais je ne dirais pas que c'était trop tard, parce que voilà, à l'époque aussi, j'avais pris de l'âge aussi. Et malheureusement, juste après, c'est là que je me suis fait cette grosse blessure. Est-ce que on vit avec comment dire ça, ce petit truc dans la tête qui nous dit qu'est-ce que ça aurait donné si j'étais parti? Non, pas vraiment, parce que sinon, ça devient des regrets. Et franchement, je n'ai pas de regrets. J'ai quand même eu une assez belle carrière et je suis content de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, malgré les débuts difficiles et tous ces gens qui ne croyaient pas en moi. Donc non, je me suis dit que c'était mon destin de faire toute ma carrière en Suisse. Et puis voilà quoi. Vient la Coupe du Monde en Chine, juste après justement cette Champions League où tu finis meilleur rebondeur. Raconte-moi cette expérience. Je pense que toute personne qui vient d'un pays qui fait du basket aimerait pouvoir participer à ce genre d'événement. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu la chance. Je devais, pour la petite anecdote, partir avec la République dominicaine, faire la préparation pour la Coupe du Monde qui vient de passer. Et je crois que c'était vraiment avant le premier rassemblement qui était en février, quelque chose comme ça, ou juste après. Moi, je me suis justement cassé le genou. C'était, tu sais, on travaille tous pour quelque chose. Moi, c'était rien que si j'avais servi juste à remplir les bouteilles d'eau, j'aurais été content, tu vois. Comment est-ce qu'on vit ça? Alors, c'est une expérience incroyable.
Je pense que j'en ai gardé plein de souvenirs dans la tête que j'oublierai jamais de ma vie. Déjà, représenter ton pays, ta nation, c'est une très très grande fierté. Mais en plus de cela, aller en Coupe du Monde, la crème de la crème, jouer contre des équipes mais vraiment fortes, jouer contre des joueurs de NBA que tu regardais la plupart du temps devant ta télé. Pour moi, c'était juste incroyable, magnifique. Et je pense que tout joueur devrait avoir cette expérience-là pour pouvoir savoir ce que ça fait. Tu retiens quoi de ça, de ce moment-là? Est-ce que c'est l'affrontement contre un joueur? Est-ce que c'est l'expérience en elle-même? Tu as joué? Oui, j'ai joué. Qu'est-ce que tu retiens de... Ben, je retiens que le niveau, il est quand même là. Et Ouais. pour y arriver, il faut beaucoup de sacrifices. Et tu te rends compte aussi que ça joue beaucoup plus vite, beaucoup plus dur. Et c'est beaucoup plus tactique aussi. Donc, du coup, voir tous ces changements-là, ça t'apporte dans ta carrière en tant que joueur. Et après cette Coupe du Monde-là, je suis revenu, je n'étais pas le même. J'étais plus le Ah même. ouais? Ah non, j'étais plus le même. J'étais plus le même. Et là, je me rends compte que du chemin à parcourir pour atteindre vraiment le haut niveau, en fait. Ok. Donc ça t'a... Ok. On se rend compte de peut-être du chemin qu'il y a, comme tu dis, à faire pour atteindre ce niveau-là? Bah, tout à fait. Là, tu te dis, écoute, nous, on est là. Et par contre, le niveau, il est quand même À ce niveau-là? même plus haut que la Champions League. Parce que déjà, la Champions League, c'était un truc phénoménal, incroyable. Ah oui. Mais là, c'est encore 2 fois plus haut. Qu'est-ce qu'on devrait améliorer dans notre basket ici en Suisse? Bon, je pense que maintenant, on peut... Ça fait, je pense, plus de 25 ans que tu es ici en Suisse. Qu'est-ce qu'on pourrait, selon toi, et selon tout ce que tu as vu et tu as vécu ici en Suisse, améliorer? Pas mal de choses, beaucoup de choses. Je pense que si on restait là à faire une liste, on serait là encore demain. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Déjà, la formation des jeunes et puis les salles de basket et avoir plus de formateurs. Et ben, déjà, en commençant par ça, ce sera une très bonne amélioration. Est-ce que tu es encore impliqué dans le basket? Non, pas vraiment. L'année passée, j'ai joué avec Saint-Jean Basket en deuxième ligue. Mais là, cette année, avec le temps, avec pas mal de choses qui se sont passées, cette année, je ne joue pas. Elle ressemble encore à la retraite de Babacar Touré. Retraite basket, évidemment. Je profite plus. Je vais dans les salles regarder les matchs quand je peux. Et puis, comme je dis, je profite plus parce que quand tu es joueur, en fait, tu joues, mais tu ne profites pas vraiment des matchs de basket. Là, avec un peu de recul, tu peux regarder, tu peux analyser, tu peux faire pas mal de choses. Donc, moi, je fais un calcul très court, très simple. Comment une personne comme toi, avec une telle carrière, avec un tel bagage, une telle connaissance, mettrait pas en service tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a acquis comme expérience pour les jeunes? après, c'est pas que je ferme la porte. Peut-être que d'ici quelques années, je reviendrai pour pouvoir donner un coup de main. Mais pour le moment, j'ai besoin aussi avec toutes ces années-là de basket, j'ai besoin d'avoir un peu de recul, j'ai besoin aussi de souffler et puis de voir comment ça se passe. Et après, pour la suite, on verra. T'as arrêté en quelle année? 2019. 2019? 2019-2020, l'année du Covid. Ok, là on est en 2024. Est-ce que tu as vu depuis ton arrêt, depuis le jour où tu t'es dit, c'est fini pour moi, mentalement je ne suis plus, j'ai fait trop de sacrifices et j'ai sacrifié vraiment beaucoup de choses pour arriver jusqu'à là, maintenant je peux tout simplement plus. Et aujourd'hui, 2024, Babacar qui a le temps de justement aller dans les salles, regarder les matchs, voir comment le basket évolue, s'il évolue. C'est quoi la chose qui te marque le plus de manière positive qu'on ait changé par rapport à cette période? Pas grand-chose. Non, là, c'est difficile à dire, c'est difficile à trouver. Mais sûrement, il y a des choses positives. Mais là, pour le moment, je ne vois pas. Je suis désolé et triste de dire ça, mais non, je ne vois pas. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De toujours croire en moi, de toujours m'en donner à fond. Et puis, si j'ai besoin de quelque chose, personne ne va me le donner. À moi d'aller le chercher moi-même. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? J'aimerais qu'on se souvienne de moi
par rapport à ma carrière, par rapport au sérieux, au travail que j'ai fait dans ce championnat. Et puis, c'est pas parce qu'on est pivot et qu'on fait pas 2,10 m, 120 kilos qu'on peut pas réussir. Donc, du coup, j'aimerais juste qu'on se souvienne que voilà, on peut faire moins de 100 kilos et puis être pivot et pas baraquer comme les pivots modernes et puis réussir. L'histoire ou l'anecdote que tu pourrais nous raconter, la plus improbable que tu aies vécue durant toutes ces années de basket, c'est laquelle? Alors, je ne veux pas donner d'anecdote parce que je n'ai pas envie d'afficher certaines personnes. Donc, non, je préfère Ouais, faire le ok. joker sur ça. Même son prénom, on peut pas le raconter. Non, mais si je raconte, les gens ils vont savoir de qui il s'agit. Donc, Si tu n'aurais pas fait du basket, tu aurais fait quoi? j'aurais fait assistant comptable ou comptable. C'est ce qui te passionne? C'est ma formation. J'ai fait des études là-dessus. Tu as fait des études là-dessus parce que tu aimais ça ou parce que tu n'avais peut-être pas le choix et tu devais faire une formation? Moi, j'ai Non, un CFC que j'utiliserai jamais. Il faut jamais dire jamais. Mais parce qu'on m'a forcé à le faire, pas parce que j'aimais faire ça. non. J'ai toujours été attiré par les chiffres. Donc, depuis tout petit, c'était la formation que j'ai voulu suivre. Et puis, j'ai eu ce diplôme-là. Donc, ouais, je pense que si je n'étais pas basketteur, j'aurais été dans la comptabilité. Si tu devais choisir une personne qui... moi, je te dis, Babacar, choisis-moi une personne avec laquelle tu partiras à la guerre. Tu partiras à la guerre, ce serait laquelle? Beaucoup de personnes. Moi, juste une. En lien avec le basket. Que tu te dis, OK, c'est peut-être un coéquipier, c'est peut-être un coach, c'est peut-être une personne qui était juste incroyable pour toi. Moi, je dirais Jules Haut. C'est une personne fiable sur qui je peux compter. Et puis, on se fait confiance, on se connaît depuis tout petit. Mhm. Donc, ouais, je dirais lui. Si je peux me permettre, ça c'est une question vraiment personnelle à moi. Euh, J'essaie de comprendre la différence entre... Moi, j'ai joué à Genève, j'ai jamais joué à Fribourg Olympique. Toi, tu as fait les deux clubs, même si peut-être les joueurs n'étaient pas forcément... Si, peut-être à Fribourg, ils étaient déjà tous en place là-bas, Nathan et consorts. Quelle est la différence de mentalité entre ces deux clubs-là? Quelle est la différence entre les joueurs vraiment fribourgeois comme Nathan, comme Couture, Kazadi, qui ont aussi peut-être, pour certains d'entre eux, joué à Genève, et Genève? Parce que Genève, c'est particulier, Genève. C'est très particulier. Et toi, que tu l'as vécu vraiment de l'intérieur et tu as gagné dans les deux clubs, je souhaiterais savoir vraiment quelle est la première différence que tu pourrais me dire que tu as remarqué. La différence, déjà, c'est la salle. Parce que, voilà, Fribourg a une salle pour elle-même. Tu peux faire de la muscu, faire du basket au même endroit. Et puis, Genève est obligée de s'adapter pour ses entraînements avec les horaires d'école. Donc, avec ça, c'est une énorme différence. À Fribourg, c'est un énorme luxe. On s'entraînait à 16h, à 18h, 18h30, on avait fini. Donc, tu as le temps de manger, de poser. Contrairement à Genève, où les entraînements, c'est à 20h, tu finis à 22h, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, Est-ce que ça a une grande influence sur un joueur, ça? oui, oui, au niveau de récupération, au niveau mental, je pense que ça a une très grande influence. Tu viens de dire au niveau mental. Et au début du podcast, tu as dit, quand je t'ai posé la question, pourquoi tu avais arrêté, tu m'as dit, au niveau mental, mentalement, j'étais saturé. J'ai peut-être atteint ma limite et j'avais besoin de voir autre chose. Comment est-ce qu'un joueur comme toi, moi je parle beaucoup de l'aspect mental dans mon podcast, a géré tout au long de sa carrière cet aspect-là? Est-ce qu'on y travaille? Comment est-ce que ça se passe quand Babacar Touré fait un mauvais match? La plupart du temps, quand on fait un mauvais match, on pense qu'on est le pire joueur de la Terre, on a juste envie d'arrêter. A contrario, quand on fait un bon match, on pense qu'on est le meilleur du monde et tu as cette adrénaline qui monte et tu penses que tu es le meilleur. Comment est-ce qu'on gère tout ça? C'est intéressant, je pense, pour les jeunes qui vont regarder la vidéo. Alors, nous déjà, quand je suis arrivé à Fribourg, Peter, il avait mis en place un préparateur mental, François, que je salue d'ailleurs. Ça m'avait beaucoup aidé aussi, parce qu'il travaille avec toi, te donne des petites astuces, des petits trucs que tu utilises pour pouvoir te préparer toi-même. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup aidé. Et aussi la famille. Donc ça, je pense que c'est le plus gros outil
mentalement. Donc, je faisais avec ça. Quelles sont les choses qu'on met de côté quand on mène une carrière sportive de haut niveau? Quels sont les sacrifices? Avoir une bonne hygiène de vie et être avec les personnes adéquates, quoi, les personnes qu'il faut. Mais surtout l'hygiène de vie, pour moi, c'est très, très important. Et qu'est-ce que tu mets de côté? Pas sortir avec ses potes, pas faire la fête, Non, je sais pas. on peut sortir, on peut faire la fête de temps en temps, mais avec modération toujours. Et faire attention à son alimentation, faire attention à la récupération. Et puis bien s'entraîner, quoi. Si je reviens en 2019, 2020, Oui. Babacar qui arrête le basket, qui prend sa retraite, et j'amène des arguments pour ne pas te faire arrêter. Est-ce que tu aurais quand même arrêté? J'ai pas compris la question. Je viens avec, j'ai un club, je suis Fribourg ou Genève, ou Neuchâtel, 2019. Ouais. Je t'appelle Babacar, viens jouer pour nous. Peu importe les conditions. Est-ce que tu aurais réfléchi ou la décision a été prise d'arrêter et je veux plus rien savoir du basket? Alors, j'avoue que avant cette blessure, j'avais pris la décision que c'était ma dernière année. C'était quel genre de blessure? Ligament croisé. Ah, tu te fais les ligaments croisés? J'ai fait les ligaments croisés, ouais. Et c'était un match en Coupe d'Europe en Roumanie, je crois. C'était à Fribourg? C'était à Fribourg. Ah, ok. Fribourg. Comment on vit ça? Très dur. Ouais, quand on parle de l'aspect mental, je pense que j'étais vraiment bas. C'est parce que je venais de faire la Champions League en 2018 avec Fribourg. 2019, la Coupe du Monde avec le Sénégal. Donc je reviens, mais vraiment avec maximum de confiance. Malheureusement, j'ai eu une déchirure lors de la Coupe du Monde. Je suis resté sur le flanc pendant 3 à 4 semaines. Je reviens avec Fribourg, je fais un match de championnat et lors du deuxième match, on se déplace en Coupe d'Eurocup en Roumanie. C'est là que j'ai déchiré le ligament croisé du genou. Et là, je peux dire que mentalement, c'était très, très, très dur. Voilà. Là, j'avais deux solutions. Soit je fais les sacrifices, je travaille bien et que je revienne, ou alors j'arrête. Et là, j'ai décidé d'arrêter. Est-ce que c'est pas, tu m'excuses le terme, enfin, c'est le terme que moi je vais utiliser. Est-ce que c'est pas lâche, mais est-ce que c'est pas facile de se dire, ok, je me suis blessé au moment peut-être le moins opportun, même s'il n'y a pas de moment pour se blesser, puisque tu étais au top de ta carrière. Je me blesse, je me fais les ligaments croisés et j'ai pas envie de faire tout ce qu'il y a à faire, tous les sacrifices qu'il faut faire, tout le travail qu'il faut faire pour revenir au top niveau et juste se dire, c'est arrivé, c'est dommage, je suis pas bien, je vais arrêter. Après, ça dépend aussi des points de vue de chacun. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup affecté mentalement et que j'avais déjà fait le tour, j'avais plus rien à prouver. Et là, je me suis dit, si je fais ces sacrifices, je ne vais pas retrouver le niveau que j'avais avant. Moi, je suis une personne très exigeante envers moi-même. Et imaginons que je refais tout ce travail-là pour revenir et que derrière, ça répète. Je pense que cette fois-ci, je ne me relèverai pas. Et j'ai préféré ne pas prendre ce risque. Après, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, que c'est l'âge, que c'est ci. Mais moi, j'ai préféré ménager ma santé mentale. Et pourquoi ne pas voir la chose de l'autre côté, du côté peut-être un peu plus positif, et se dire, je vais travailler tout ce qu'il faut travailler pour atteindre mon niveau de jeu, au lieu de se dire, c'est intéressant de comprendre vraiment, c'est pour ça que je pose les questions pour les jeunes, pour qu'ils puissent comprendre comment est-ce qu'on réagit pendant ce genre de moment, et de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je comprends tout à fait. Et c'est tout à fait normal aussi de se poser cette question-là. Mais comme j'ai dit, j'avais fait le tour, je n'avais plus rien à prouver. Et puis, j'avais cette peur aussi de plus retrouver le niveau que j'avais avant. Et puis, surtout, l'aspect le plus important aussi, j'avais plus la motivation aussi. Okay. Et pour moi, à un moment donné, si tu n'as plus la motivation, ça ne sert à rien
de rester dans le monde du basket ou dans n'importe quel monde du sport, en fait. On arrive presque à la fin. Moi, j'ai posé vraiment beaucoup de questions, les questions que j'avais en tête et que j'ai voulu comprendre. Si moi, je te demande, Babacar, une personne, c'est la question du podcast, une personne que tu voudrais voir assise avec moi, discuter comme on l'a fait toi et moi, ça serait qui? Alors, j'ai pas en tête toutes les personnes qui sont passées par ici. Mhm. Ça va être un peu compliqué. Mais tu as déjà fait des Américains? Non. Ah, ce serait bien aussi de Un Américain? ouais, en étranger en général. Ok. Donc, voilà, voir aussi ce qu'ils pensent du championnat suisse. Ok. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ok. On va essayer d'en avoir un c'est en français, donc les gens, peut-être qu'en anglais, puis on fera les Voilà, il y traductions. aura les sous-titres et tu parles bien anglais. Donc je pense que ça devrait le faire. Ouais, on va essayer d'en avoir un. Je crois que Tony aussi Voilà, a Tony voulu. Brown, c'est quelqu'un qui a marqué le basket suisse. Je pense que les jeunes ont beaucoup à apprendre de lui. Donc je pense que ce serait intéressant De l'avoir. Ok. Ce sera l'occasion aussi de le challenger sur son français. Ouais. Ok. Maintenant, avant de finir, j'ai une petite série de questions et je souhaiterais que, dans la mesure du possible, tu me répondes avec un mot. Le meilleur coéquipier que tu aies eu? Basketballistiquement Oui. ou amical ou Basket, le meilleur coéquipier. le plus fort Le meilleur que tu te dis, ce gars, il est incroyable. Pas que niveau basket, mais que lui soit et la personne et le basket qui t'ait aidé, je sais pas. Tony Brown. Tony Brown, C'était l'un des meilleurs avec qui j'ai joué en fait. quelle est ta définition de leader? Ça, tu peux un peu développer. Alors, leader, c'est quelqu'un qui montre le bon exemple, qui se met devant pour tirer toute son équipe. Pas forcément tout le temps en train de parler vocalement, non, mais être le premier à être sur le terrain, être le premier à donner le bon exemple. Le pire coéquipier? C'est une question un peu difficile. Je dirais Pologne. C'est un Américain avec qui j'ai joué à Neuchâtel. Juanza Pologne. Ah, Yuanta. Juanza. Ah non, je connais. Ah Non, non, en fait, je ne sais même pas s'il a déjà joué parce Ok. qu'à l'époque, il y avait Pi Allenstinet qui était top scorer de l'équipe, Mhm. mais qui s'était fait suspendre. Et du coup, ils l'ont ramené pour le remplacer. C'est pas bien Et passé. non, déjà à l'entraînement. Ah ouais. Non. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est pour ça que pas mal de gens ne le connaissent pas, en fait. Ok. Coéquipier, ok. Le meilleur coach, bah, Pétard. Ouais, pétard, ouais. Le pire? Non. Je vais faire Bah le après, cœur. quand je dis le pire, je change ma question. C'est celui que peut-être, même si on apprend tous d'un coach, celui-là que le courant est vraiment le moins passé, que tu te sentis le moins à l'aise, ou tu as vraiment beaucoup souffert, si on peut appeler ça. Alors, je dirais Ivan Rudez, je ne parle pas de côté coaching, mais je parle de côté humain. Je dirais c'est le pire. Mais c'est clair, côté coaching, il est super fort, c'est un super coach, un super entraîneur. Mais Mais humainement, c'est compliqué. Ce côté humain, c'est un peu compliqué. Si tu devais faire ta Dream Team, Wow. tu mettrais qui dedans? Tu as droit à aller 7 joueurs. 7. 7. Les 5 de base et Avec 2 qui j'ai joué remplaçants. ou toute la... Ton équipe de rêve, dans la mesure du faisable, hein, Ouais. quelque chose de faisable. Mais je veux dire, dans le championnat suisse ou... Championnat suisse, allez, Allez, championnat suisse, je mettais Jérémy en meneur. suisse. En ailier, je mettais Dujan. Ok. Poste 3, Poste 3, je mettrais Nathan. Djurkovic. Ouais. Ouais. 4, je mettrais moi. Mhm. Et en 5, je mettrais John James. John James. Et les 2 remplaçants? Remplaçant. Après là, c'est pas le 5 de base. Je mettrais Enfin, ouais, 5, ok, voilà. non, mais Voilà, ok, je oui, mettrais c'est dans l'équipe, compliqué. je Ouais, mettrais ouais, aussi dans Tony l'équipe. Brown, Ouais. je mettrais aussi Tony Brown. Et je mettrais aussi le dernier. Je mettais Aboukar. Aboukar, ok. Aboukar, oui, ok. C'est une Très bonne fort équipe. joueur. Ouais. Si tu devais choisir entre Jérémy Jonas et Kazadi, tu prendrais qui? Jérémy. Kazadi, c'est un très bon joueur, mais j'ai jamais joué avec lui. Ok. Après, c'est vraiment purement basket. Hein. Je mettrais Jérémy. Nathan ou Marco Mladjan?
Maruto ou Dusan Madjan? Les deux, je prendrais les deux. Non, tu peux pas, tu dois en prendre un. Non, j'ai eu de super bons moments avec Mickey, et comme avec Dujan, mais je dirais plus Mickey. Mickey? Ouais. David Ramseyer ou Couture? J'ai joué ni avec l'un ni avec l'autre. Sur le terrain? Pour Je ton dirais plus équipe? Couture. Couture? Ouais. Ok. Babacar, il y a ta caméra en face de toi. Babacar, l'homme, le joueur avec une carrière incroyable. Maintenant, le retraité. Euh, le joueur qui a eu une grave blessure. Le joueur qui a participé à la Coupe du Monde. Qui a partagé des moments incroyables dans différents clubs de Suisse. S'il devait faire passer un message aux jeunes, à la nouvelle génération, à notre basket suisse, à toutes les personnes qui vont regarder le podcast, il serait quoi ce message? De toujours croire en ses rêves. Ne pas laisser les personnes malveillantes vous mettre des bâtons dans les roues. Avoir un objectif et se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Babacar, je pense que ça fait presque 50 minutes, je sais pas, Bess, quelque chose comme ça, qu'on discute. Évidemment, on pourrait rester ici des heures et des heures, mais j'essaie de faire le plus précis possible, j'essaie de faire le plus... Poser les questions, je pense que les gens ont envie de savoir et de comprendre. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venu d'aussi loin pour partager un moment avec moi. C'est-à-dire que, voilà, que notre podcast est suivi, donc c'est cool. Quel serait le dernier mot pour clôturer le podcast? Je te le laisse à toi. Ben, tout simplement merci. Ouais. Et puis ça a été un plaisir d'être là. Et puis pour moi, tu fais un travail incroyable parce que ça nous permet aussi d'avoir une visibilité du championnat suisse. Et pour ça, merci pour le travail que tu fais pour Didier Bess aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à liker. Et puis, Merci. tout le bon. Merci beaucoup. Et quant à vous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de BC Podcast. Ciao.